Donc, bienvenue à ce webinaire Deepfake et Phishing d'OPLIA, qui est la défense contre ces nouvelles attaques. Je vais laisser rapidement nos présentateurs présenter leurs différentes sociétés. Donc, on est avec William Houry de Versasec, Raphaël Julliard d'Équipage et Choukri Lamar et Philippe Insera de Thales. Donc, je vais laisser la main. Pardon, notre sommaire, et puis je vais laisser la main rapidement à chacun pour qu'il puisse se présenter. Raphaël, je t'en prie. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci Camille pour l'introduction. Donc, Raphaël Juillard, je suis directeur technique d'Équipage. Donc, Équipage, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes intégrateurs autour des solutions d'infrastructure, système stockage, réseau et cybersécurité. Nous avons 17 ans d'activité et donc d'expérience dans ces domaines. L'expérience et l'expertise, c'est vraiment notre point fort avec les certifications expert cyber, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, Calliope pour nos formations et notre contenu pédagogique. Nous faisons un peu plus de 6 millions et demi de chiffre d'affaires sur 2024. Donc, Équipage, c'est justement des collaborateurs qui sont certifiés au plus haut niveau sur les technologies que nous proposons. C'est vraiment l'expertise qui nous tient à cœur. Nous avons 3 centres d'activité en France. Le premier à Voisin-le-Bretonneux, un autre à Lyon et le troisième à Sophia-Antipolis. Et nous vous accompagnons dans tous vos projets autour de ce type de solutions avec des réponses détaillées, un accompagnement, une gestion de projet en profondeur et un suivi, un maintien en conditions opérationnelles et de l'assistance. Et nous avons également un engagement social et environnemental puisque nous sommes certifiés Platinum EcoVadis et membres du programme Global Compact des Nations Unies. Je vais laisser la place à William. Ouais, merci beaucoup Raphaël. Moi de mon côté je suis William Houry, je suis vice-président vente pour Versasec. Donc Versasec, nous on est une société suédoise, on est un éditeur de logiciels dans la gestion des identités et des accès. Et dans la gestion de l'identité des accès, on a un focus en particulier sur l'authentification forte et l'authentification forte basée sur des technologies phishing résistantes que sont PKI et FIDO. Voilà, nous, on est très actifs dans tout ce qui est la gestion du cycle de vie de tous les matériels qui vont permettre de mettre en place de l'authentification multifacteur. Donc, la société elle est en place depuis 2007. À aujourd'hui, on a plus de 500 clients sur la planète dans plus de 61 pays et plus de 1 million de licences déployées avec des typologies de clients qui sont très variables selon ce qu'on essaie de mettre en place. Voilà. Le leitmotiv à Versailles, ça a toujours été que l'implémentation de solutions de multifacteurs ne doit pas être réservée à de gros déploiements. Donc la scalabilité et avoir un produit qui puisse être facile et possible de déployer pour toutes les tailles de déploiement, c'est vraiment ce qui nous anime chez Versasec, à rendre ce niveau de sécurité accessible à tous. Voilà. Je te passe la main, Philippe. Oui, bonjour Philippe. Donc, je suis en charge des ventes indirectes et équipage de notre partenaire intégrateur. Je représente ici donc avec Choukri le groupe Thales. Nous sommes tous les deux issus de la culture de J'aime plus, j'aime Alto. Donc, on va voir ce qu'on a pu déployer sur tous nos devices cryptographiques. Ce que vous voyez, c'est les chiffres, je ne vais pas les commenter, du groupe Thales en France. Donc, le pitch aujourd'hui du groupe Thales, c'est de protéger les citoyens et les employés des entreprises. Les citoyens au niveau de la défense, bien sûr, nationale, et avec la cyberdéfense, les entreprises et les utilisateurs de ces entreprises à travers les différentes couches de cybersécurité qu'on peut déployer. Ça comprend le sujet qu'on va aborder et qui est lié fortement à notre partenaire, techno-partenaire, qui est donc Versasec, pour le management de ces devices dont on va parler. Ensuite, ça peut concerner aussi bien le chiffrement ou le management des databases avec la solution récemment acquise d'Emperva qui viennent compléter le portfolio de cybersécurité de Thales. Choukri, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Choukri Lamar, je suis ingénieur avant-vente. Donc, j'accompagne nos partenaires, que ce soit nos partenaires techno et nos partenaires aussi pour nous accompagner avec les clients et pour qualifier les solutions des clients, les futures solutions des clients et pour leur apporter toute l'aide technique à nos vendeurs ainsi qu'à nos partenaires.
Parfait. Merci à tous. Donc, écoute, hop, on va attaquer directement le webinaire. Raphaël, je On va faire un petit focus sur les grandes tendances récentes dans les cyberattaques et la tournure qu'elles prennent avec l'arrivée de l'IA qui, vous l'avez bien vu, s'installe un peu partout dans tous les domaines, mais bien sûr également dans les cyberattaques. Donc on a aujourd'hui 47% des entreprises qui ont constaté au moins une cyberattaque majeure. Si le chiffre est encore plus élevé, on est à 53% pour les grandes entreprises. C'est plutôt en stabilisation suite à une baisse progressive entre 2019 et 2022 où on est passé de 65 à 45% d'entreprises touchées. Le baromètre qui donne ces chiffres explique que c'est plutôt cette tendance par la hausse des investissements qui ont eu lieu dans la cybersécurité, donc qui a permis de protéger celle-ci, mais bien sûr, surtout chez les entreprises qui ont déjà été touchées par des attaques et donc renforcer leur niveau de sécurité. Mais les cybercriminels sont adaptés et donc ils attaquent moins, mais ils visent mieux et font beaucoup plus de dégâts. Donc le phishing a toujours la cote. On est à 60% des attaques qui commencent par du phishing sous quelque forme que ce soit, hein, que ce soit par email, par téléphone, par SMS. Il y a de plus en plus de méthodes. Ces attaques d'ingénierie sociale, bon, c'est celles qui en font le plus qui ont le plus de succès parce qu'elles permettent généralement de contourner les systèmes de protection des entreprises. Donc, effectivement, si vous recevez un SMS, en général, il va être protégé, votre pare-feu ne va avoir d'impact dessus. Donc, on a une diversification de ces méthodes, mais le principe de base est le même. C'est le phishing avec des déclinaisons plus ou moins spécifiques. Le spear phishing qui va cibler plus précisément les destinataires. Le whaling pour attaquer plutôt les personnes haut placées. Les déclinaisons SMS, QR code, etc. Donc ça se diversifie de plus en plus, mais la base est toujours là. Donc on constate plutôt une baisse de l'usage, en tout cas de l'efficacité des ransomware. Donc ça s'explique assez logiquement justement par les mécanismes de protection qui ont été mis en place par les entreprises, par les sauvegardes sécurisées, l'externalisation et l'immutabilité des sauvegardes, ou les plans de reprise d'activité, ainsi que les outils qui servent à détecter des différences de comportement et alerter le plus tôt possible et réagir le plus tôt possible à ce type d'attaque. Ça reste cependant présent, mais ça intervient plutôt plus tardivement dans la chaîne d'attaque, une fois qu'on a voilà, eu une phase de reconnaissance, d'exfiltration de données. Ça peut servir effectivement à camoufler un petit peu l'attaque. On a des attaques diversifiées. Historiquement, on commençait par le déni de service pour un petit peu tout saturer et dissimuler sous le tapis l'exfiltration de données. Bon, ça reprend un peu ce mécanisme-là, mais ça reste efficace et assez destructeur. On a une utilisation croissante des identités personnelles. Bon, c'est pas une nouveauté. L'usage d'informations personnelles date d'il y a longtemps. L'attaque sur le PlayStation Store de Sony avait permis d'exfiltrer des logins mots de passe d'utilisateurs et on se rendait compte à l'époque que ces mots de passe étaient souvent les mêmes entre les données personnelles et les comptes d'entreprise. Bon, voilà, ça perdure. 83% des professionnels de la sécurité disent que leurs entreprises ont été la cible de cyberattaques qui viennent soit de comptes personnels, enfin à usage de comptes personnels, ou de périphériques, les clés USB encore la figure. Et probablement lié à l'usage des identités personnelles, on a aussi l'essor des attaques multicanaux. Donc l'usage du mail reste le premier pour le phishing, mais effectivement, les réseaux sociaux, les messages vocaux, les deepfakes, on va le voir par la suite pour l'IA. Et surtout, donc, tous ces réseaux, alors c'est peut-être un petit peu moins développé en France, mais les usages pour les entreprises des réseaux sociaux pour l'assistance à leurs clients fait que c'est un vecteur qui prend de plus en plus de place pour ce genre d'attaque.
Et dans tout ça, l'IA se développe. Alors, on en voit une partie sur les capacités amusantes ou ludiques de création de vidéos. Et on vous propose une petite vidéo pour vous donner un petit peu, vous donner une idée de là où on en est sur la création visuelle, en préambule de ce qu'on va voir sur les usages plus néfastes de l'IA. Alors, je te laisse lancer la vidéo. Alors, je pense qu'on n'a pas l'audio. Et la vidéo est un petit peu saccadée, mais vous pouvez la consulter dans le replay. Donc tout ce que vous voyez, c'est de la génération vidéo et audio, puisque là, vous voyez Sam Altman qui explique tout ça. Donc c'est à la fois de la création vidéo et audio entièrement générée par IA. Donc ça devient vraiment difficile de se rendre compte de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. On va peut-être couper la vidéo parce que sans le son, c'est peut-être un peu moins plaisant, mais vous voyez quand même que la génération vidéo, elle s'est grandement améliorée, ça prend pas beaucoup de temps, et ça s'inspire, c'est pas uniquement de la génération de visages qu'on ne connaît pas, donc on peut très bien donner à l'IA du matériel pour pouvoir produire des vidéos très convaincantes de personnes qu'on peut connaître ou qu'on peut croiser. Donc cette application, je vais passer à la slide suivante. Camille, peut-être si tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc l'IA, qu'est-ce que permet aujourd'hui dans le contexte des cyberattaques? C'est une facilité pour produire du contenu réaliste, alors qu'il soit là vidéo, mais audio, ou même tout simplement de contenu de messages, plus nombreuses. Donc en grande quantité, l'automatisation permet de faire ça très facilement et à la chaîne. On n'a plus besoin de 6 mois pour qu'une personne se fasse passer pour Brad Pitt pour détourner de l'argent. On peut industrialiser ça. Et de toute façon, il y a une professionnalisation des attaques qui se confirme avec ces outils à grande échelle. Donc les attaques sont plus élaborées, les contenus sont plus élaborés, le contenu des mails que vous recevez est plus crédible. C'est fini le temps des mails où il était très facile de le détecter simplement par les fautes d'orthographe qui étaient dedans ou la grammaire un peu hasardeuse. Les IA produisent maintenant des contenus tout à fait valables et en plus potentiellement inspirés du ton que vous pouvez utiliser ou que votre PDG peut utiliser lorsqu'il vous communique des informations. Donc tout ça fournit un contenu beaucoup plus crédible et plus apte à faire passer les attaques. Quelques exemples d'usage. Une entreprise énergétique britannique qui s'est fait escroquer 200 000 livres avec un deepfake vocal. Donc comment ça se passe? Les attaquants récupèrent du contenu audio du dirigeant, piratent sa boîte mail. L'IA génère, analyse bien sûr ces messages, ces enregistrements vocaux et génère avec les mêmes intonations et la même rythmique des contenus qui vont ensuite être utilisés par téléphone pour se faire passer par le dirigeant et demander évidemment une action urgente. On est toujours dans le sentiment d'urgence de ce genre d'attaque, d'un virement pour un soi-disant prestataire. Donc on parlait d'attaque multicanale, donc on a une communication vocale qui s'enchaîne avec un email envoyé depuis la boîte piratée, et tout ça fait que ça
ça convainc facilement la personne ciblée, par exemple un CFO, de faire des opérations bancaires. Un autre exemple, une campagne automatisée de faux emails envoyés par les fournisseurs d'une société. De la même manière, on va analyser le contenu, la charte graphique et reproduire les mails qui viennent traditionnellement de tel ou tel fournisseur. L'IA génère ces mails avec les valeurs de compte bancaire à usurper. Et voilà, et ça passe sans problème. Ne le détecte pas forcément. Et ça reste très, très réaliste. Les campagnes de phishing par LinkedIn et Telegram, donc encore une fois, les approches multicanales. Donc on a un usage de l'IA pour créer des profils, identifier des cibles. Encore une fois, une généralisation et une automatisation et une augmentation de la crédibilité de ce genre de choses. Donc pour réagir à tout ça, il y a deux approches principales. Bon, sensibiliser les utilisateurs, c'est quelque chose qu'on propose depuis longtemps par les différentes formations aux employés et les campagnes de faux phishing pour établir un petit peu ce doute et cet automatisme de vérification, en particulier lorsqu'il y a des demandes urgentes ou un peu particulières. Mais on voit que l'IA va rendre cette analyse, même pour les utilisateurs sensibilisés, de plus en plus délicate. Donc il y a des moyens de vérification, mais voilà, il y a tout d'abord la sensibilisation des utilisateurs. Deuxièmement, c'est l'une des cibles, bien sûr, entre autres du phishing, c'est de récupérer des identifiants. Et donc c'est se prémunir grâce aux technologies qu'on propose pour éviter le vol d'identifiants. Pour ça, on a couramment l'usage du MFA. Donc le MFA, c'est l'authentification multifacteur, et il y a différentes façons de faire du multifacteur. Cependant, toutes les méthodes d'authentification multifacteur ne se valent pas, et certaines ne sont pas résistantes au phishing. Je vous passe bien sûr l'usage du simple login mot de passe, qui lui n'est pas multifacteur. On connaît plus facilement le SMS qu'on reçoit avec un code à usage unique, mais il est vulnérable parce qu'il peut être intercepté. Si on vous présente une page qui se fait passer pour Microsoft Azure ou que sais-je, et qui récupère le code que vous avez reçu par SMS, il peut être détourné. D'autre part, on a vu ça date un petit peu, mais en Allemagne, l'attaque sur le réseau SS7, qui est le réseau de communication, utiliser le protocole de communication des opérateurs mobiles, de voix et de SMS, et qui a permis de détourner les SMS envoyés aux clients de banques allemandes pour valider les opérations bancaires. Donc, même si c'est mieux que le simple mot de passe, c'est pas totalement foolproof. Le déploiement des MFA avec application, Microsoft Authenticator ou ce genre de solution, améliore également la chose. On ne dépend plus d'une communication externe par SMS ou par mail d'un code à usage unique. Le code à usage unique il est généré par l'application. Cependant, s'il s'agit juste de recopier le code sur une page qui se fait passer pour celle sur laquelle vous voulez vous connecter, de nouveau, on va détourner ce MFA, récupérer les tokens d'accès et ça passe. Et donc les deux solutions qui sont résistantes au phishing, qui sont plus à la mode en ce moment et qui sont très efficaces dans ce domaine, sont FIDO2 et plus classique et plus ancien, tout ce qui tourne autour de la PKI, c'est donc les certificats que vous pouvez stocker sur une carte à puce ou dans votre ordinateur s'il est pourvu d'un TPM. Ces solutions utilisent des mécanismes cryptographiques qui permettent d'éviter l'interception et la réutilisation par un tiers.
pour rentrer plus dans le détail, je vais passer la main Merci à Raphaël. Philippe et Choukri sur les tokens. Merci Raphaël. Et effectivement, je voulais rajouter que ce que tu disais très récemment cette semaine, on l'a vu avec, vous avez vu la duplication totale de la voix, puisqu'il y a même des acteurs qui commencent à signer des contrats mondiaux, ce qui veut dire que aujourd'hui, on peut faire dire à Raphaël l'inverse de ce qu'il vient de dire sur une autre vidéo créée de A à Z et la publier sur les réseaux. Donc, c'est quand même assez terrible. Alors, vous voyez le portfolio des solutions qu'on peut présenter. Choukri après répondra ou commentera le portfolio. Le portfolio revêt pleine de formes facteurs qu'on a. Vous voyez ici des tokens et des cartes qui sont pour certaines PKI et FIDO, on va en parler, et des tokens qui sont maintenant en USB-A et USB-C. Je m'occupe de toutes les autorités de certification, donc je travaille aussi avec Choukri sur les nouvelles plateformes PQC qui vont être annoncées pour les 4 ou 5 années futures. Donc on est en plein dans le cœur du sujet de la protection et de la protection aussi des tokens cryptographiques contre les tentatives qu'il y aura d'utiliser les ordinateurs quantiques. Donc voilà nos tokens qui vous servent à signer, à chiffrer, mais aussi à faire de l'authentification forte. On va voir cette partie qu'on a rajoutée. On a appelé ça chez nous des tokens fusion. Donc, on a rajouté à la partie PKI existante qui se base sur une infrastructure PKI déjà installée pour lequel notre techno-partner VersaSec nous permet de manager ces tokens à travers les solutions conjointes que nous vendons avec eux, mais aussi nous avons des solutions d'authentification fortes qui permettent en MFA de gérer l'ensemble de ces tokens que vous voyez. C'est-à-dire que la licence Workforce dont vous avez entendu parler aujourd'hui peut gérer l'ensemble de ces tokens PKI et FIDO. On peut passer au slide suivant. Alors, de notre expérience, on a voulu effectivement rajouter, c'était notre métier en fait dans les cartes, c'était d'arriver à donner aux CISO, aux responsables du déploiement d'un support d'authentification, la possibilité effectivement de le manager. On n'a donc pas laissé la partie FIDO s'installer confortablement sans donner ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la possibilité de faire un reset du PIN, de manager les clés FIDO, de déloquer, de donner la possibilité de déloquer. Donc, ce qu'on avait appris en fait sur la carte à puce, on l'a transporté sur les tokens FIDO. Ce qui veut dire que notre token, il est effectivement FIDO validé, FIDO certifié. En ce qui concerne les Thales Enterprise Features, ils ne le sont pas totalement, Choukri va en parler, mais c'est un dialogue que notre responsable chef produit mondial entretient avec le protocole d'authentification FIDO. Et donc, vous retrouverez dans nos tokens la capacité de faire tout ce que vous voyez à l'écran, change PINO, reset fee, manage reset, donner la longueur du PIN souhaité par l'entreprise, qui peut être plus ou moins longue. Et certains ont déjà vu que les entreprises demandent des chaînes de caractères beaucoup plus longues que ce qui était précédemment prévu. Voilà, donc on offre tout ça dans le portefeuille. On va passer au slide suivant qui permet, je pense, de voir l'étendue du portefeuille. Voilà, on arrive là. Choukri, peut-être je te laisse commenter les deux. Oui. Oui, merci Philippe. Oui, ce qui est important, c'est que effectivement, comme l'a souligné Philippe, c'est qu'on a un standard aujourd'hui qui est le FIDO 2.1, mais le FIDO 2.0 était essentiellement destiné à tout ce qui est B2C, donc au consumer final, et on a voulu en fait sur le standard 2.1, Thales fait partie de l'alliance du FIDO, on a voulu y inclure la partie entreprise pour accéder, pour donner la possibilité aux utilisateurs FIDO d'être des personnes d'entreprise. Et pour cela, nous venons de ce monde-là, à travers la PKI, nous avons voulu inclure des choses que l'on connaît de la partie PKI, qui sont des choses qui permettent justement d'administrer en fait des choses qui seront plutôt administrées par l'entreprise elle-même et pas par l'utilisateur lui-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement on a rajouté par exemple un mode admin. Ce mode admin permet certaines choses, par exemple de débloquer un PIN ou encore
de désactiver la réalisation du token. Ça permet d'étendre ces choses-là pour le milieu de l'entreprise. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec un token FIDO qui est à l'image du token PKI ou de la carte FIDO. FIDO carte, on a deux formes facteurs, la carte et le token. On va pouvoir adresser ces tokens dans le milieu de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons développé ce qui s'appelle les enterprise features. Donc, le FIDO 2.1 amène déjà des solutions pour l'entreprise. L'enterprise features vient rajouter une couche supplémentaire et qui nous permet d'adresser tout le monde d'entreprise. Voilà. Concernant notre portfolio, je vous invite à consulter nos produits briefs. En fait, vous allez pouvoir retrouver des déclinaisons. Donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, nous venons du monde GEM+, notamment, et nous adressons en fait toute la partie PKI et la partie FIDO, voire les deux, c'est-à-dire les solutions fusion. Qui se déclinent pour les tokens en USB-A, USB-C. Vous allez avoir des déclinaisons aussi par rapport à la certification que vous attendez aussi. Ça, c'est un des points très importants, Philips, critères communs, ou des besoins qui seront, par exemple, PIV. Vous avez des déclinaisons, je le disais tout à l'heure, PKI, FIDO, mais vous pouvez avoir des déclinaisons uniquement FIDO ou uniquement PKI. Les formes facteurs, toujours pareil, carte et token. Ensuite, vous allez avoir des déclinaisons aussi sur les aspects solutions d'accès physique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une carte aujourd'hui qui soit FIDO, PKI, plus contact physique. Vous allez pouvoir adresser du contactless, du contact, donc pouvoir utiliser le FIDO et la PKI en contactless. À cela se rajoutent les déclinaisons NFC, si vous souhaitiez avoir des tokens NFC, par exemple, pour adresser tout ce qui est mobilité. Le biométrique, une autre déclinaison, et bien sûr, la dernière qui sont les enterprise features. Donc, à vous de choisir si vous souhaitiez utiliser les Thales enterprise features dans le token. Là aussi, vous avez les deux déclinaisons. Voilà. Vous avez le deuxième slide qui présente les tokens, voilà l'équivalent des cartes, mais le slide suivant qui est sur les tokens. Je ne sais pas si on peut le mettre. Voilà. Et là, on a aussi l'interprétation de ce que vient de dire Choukri. Chez nous, on veut dire l'association des deux, comme le disait Choukri. Donc, on a appelé, c'est notre terminologie à nous, donc PKI plus FIDO. Dans tous les cas, en complément du replay de ce webinaire, vous aurez la brochure avec tout le détail de ce qui vient de vous être présenté. Parfait, ben, je vais prendre la main. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe, Choukri, merci Camille, merci Raphaël. Et donc maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur le déploiement, en fait. Donc on a conscience maintenant que grâce aux technologies PKI et FIDO et à l'offre token de Thales, on peut mettre en place du phishing resistance, d'authentification multifactor phishing resistance, qui va nous aider justement à contrer ces attaques de phishing basées sur l'IA ou autre. Mais concrètement, quelles possibilités on a pour déployer ce type de solution et que ça soit adapté au monde de l'entreprise. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur, nous, chez VersaSec. Hop, j'ai pas la possibilité. Si, hop, voilà, super. Nous, à VersaSec, vraiment, on agit au cœur de la sécurité des organisations. Hein. Notre plateforme, elle est vraiment là pour gérer le cycle de vie du device qui va servir en fait à mettre en place de l'authentification multifacteur basée sur les technologies PKI et FIDO. Et pour ça, on va complètement s'interfacer avec l'écosystème. Hein. Ce n'est pas l'écosystème qui s'adapte au produit, c'est l'opposé. Donc, on va s'interfacer complètement avec l'annuaire utilisateur, le HSM, l'autorité de certification, l'IDP, la base de données. On va pouvoir définir tous les workflows qui vont correspondre aux besoins de l'entreprise, que ce soit du self-service, que ce soit du on-behalf, que ce soit automatisé par API, que ce soit avec de l'interfaçage avec d'autres systèmes comme des contrôles d'accès physique ou des imprimantes. Voilà, le CMS va vraiment être là pour gérer complètement le cycle de vie de ce device et de s'assurer que c'est vraiment en ligne avec ce que la société veut mettre en place en termes de politique. Et donc, hop, on peut voir ici, par exemple, le diagramme d'état des différents états du cycle de vie du device.
en fonction de si le device il n'est pas encore enregistré, s'il est enregistré dans notre base de données, que s'il est publié et activé, qu'on va pouvoir l'utiliser déjà pour s'authentifier sur le domaine, signer ses emails, encrypter son disque dur ou autre, que si on va pouvoir émettre un token temporaire, le bloquer si on quitte la société. Voilà. La responsabilité du CMS, si vous voulez, ça va vraiment de s'assurer que le device qui sert à faire de l'authentification multifacteur est toujours dans l'état que l'on souhaite et que tous les systèmes qui sont connectés, qui vont en fait dépendre de l'identité qui est à l'intérieur de ce device, sont au courant de cet état. Donc l'idée de tout ça, ça va vraiment de pouvoir permettre à toutes les entreprises et de toute taille, hein, comme je l'ai dit en introduction, vraiment ce qui nous tient à cœur, nous, à l'entreprise, c'est de fournir ce niveau de sécurité pour toutes les tailles de déploiement. C'est de pouvoir fournir une gestion centralisée, complètement centralisée, pour ce qu'on appelle une émission décentralisée. C'est-à-dire que finalement, on va pouvoir être capable de gérer des bureaux partout sur la planète de façon centralisée avec des sous-bureaux et vraiment le CMS va être capable de coordonner tout ça de façon homogène. Donc si on fait un peu d'histoire là-dessus par rapport justement à l'évolution des technologies d'authentification multifacteur, et en particulier phishing resistant, on va remonter aux années 2000. Et aux années 2000, c'est vraiment là qu'on a vu l'émergence de la PKI, en particulier avec l'utilisation de cartes à puce, qui étaient basées sur des technologies CSP et PKCS11, avec la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle un middleware, en fait, un middleware assez lourd, assez customisé, qui va être assez soumis à l'interprétation finalement d'un vendeur à l'autre. Donc, pas complètement standardisé, principalement donc pour faire de la PKI et principalement pour le poste de travail. Pendant toutes les années 2000, ça a vraiment été la norme. On a vu de gros déploiements dans des banques ou des entités gouvernementales utilisant cette technologie, mais vraiment réservé à une élite, réservé à des gros déploiements. On a vu un premier shift assez fort vers les années 2010 avec l'apparition de la technologie du MiDriver, qui est une technologie qui a été inspirée par Microsoft, où Microsoft s'est dit, finalement, plutôt que de faire ce middleware qui est assez complexe, on va nous définir quelque chose de plus light, qu'on va appeler le mini driver, et qui sera beaucoup moins soumis à interprétation. Et finalement, ça marchera aussi bien avec toutes les cartes et tokens de tous les vendeurs. Et du coup, on a clairement simplifié le déploiement de PKI, en fait, à ce moment-là. Ça a été aussi complètement beaucoup mieux intégré dans un environnement Microsoft. Et nous, c'est à cette époque-là hein, que nous, on a commencé à déployer le Credential Management System parce que ça permet de le déployer de façon beaucoup plus efficace et comme je l'ai dit auparavant, surtout pour toutes les tailles de déploiement, avec la même facilité pour 50 devices que pour 500 000 devices. Donc c'est toujours une technologie qui est très très utilisée aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis quelques années, donc depuis maintenant 2-3 ans, je dirais, on a mis 2024, peut-être un tout petit peu avant, on voit de plus en plus d'adoption vers FIDO2, ou ce qu'on appelle également Hardware-Bound Passkeys. Concrètement, si on fait un peu d'histoire aussi également, l'idée de FIDO2, à la base, c'était de dire que des utilisateurs finaux comme vous ou moi, on allait pouvoir utiliser une clé d'authentification qui utiliserait des mécanismes d'encryption asymétrique, donc un peu comme la PKI, pour s'authentifier à des services web. Et donc l'idée, c'était que vous ou moi, on allait pouvoir aller sur son compte Google et puis on allait pouvoir enrôler ses crédentials directement en autonomie totale depuis son compte Google. Et à partir de ce moment-là, seulement moi pourrais m'authentifier à mon compte Google avec un mécanisme d'authentification multifacteur phishing resistant. Et que si finalement je perds mon token, c'est pas grave, j'en enrôle à nouveau et je continue. Donc on voit que c'est une solution qui était très adaptée au monde du B2C, au monde du consumer, mais peut-être un peu moins au monde de l'entreprise. Parce que cette émission décentralisée, cette gestion décentralisée était peut-être un peu moins adaptée au monde de l'entreprise. Cela dit, on a vu une forte demande de monde de l'entreprise quand même pour déployer également ces solutions. Pourquoi? Pour des raisons qui sont assez claires à comprendre. Finalement, on a un cas d'utilisation qui est simplifié, avec seulement l'authentification. On a moins de complexité parce qu'on n'a pas besoin d'une autorité de certification, donc pas besoin de gérer un CRL. Et on n'a
pas besoin de middleware également, c'est prêt à l'emploi pour toute plateforme. Donc du coup, on a vu, et puis il y a également aussi un lobby de grosses sociétés comme Microsoft pour aller vers ce type de technologie. Donc on a vu pas mal de clients, on a vu une tendance, pardon, de sociétés voulant aller vers ces technologies Ardent Passkey ou FIDO2 pour l'utilisation d'entreprises. Mais comme je l'ai dit, c'était un standard qui a plutôt été fait pour le B2C que le B2B. Et du coup, c'est là où nous, on a pu apporter notre expertise. Et finalement, en s'intégrant avec les identity providers, en s'intégrant avec les IDP de la même façon qu'on s'intègre avec les autorités de certification, finalement, nous, à VersaSec, on va être capable de fournir le même niveau de gestion que l'on a avec la PKI du côté FIDO2. Donc, du coup, on va pouvoir vraiment gérer complètement le cycle de vie, gérer les codes PIN oubliés, gérer la traçabilité, plus de flexibilité sur les mécanismes d'enrôlement, peut-être pas être uniquement soumis au self-service, mais également faire du on-behalf, gérer les workflows temporaires, voilà, tout, peut-être l'automatisation avec d'autres systèmes. Voilà, c'est vraiment là-dessus que nous, on va apporter notre expertise pour être capable de répondre aux conformités des politiques de l'entreprise, au niveau de la gestion des codes PIN, des politiques de PIN, la gestion du cycle de vie complet, que ce soit justement l'émission, je vais y revenir dessus, sur les flexibilités qu'on apporte par rapport à l'émission, mais tout au-delà du cycle de vie, la gestion des workflows temporaires, les de remplacement et la révocation, tout ça de façon complètement centralisée pour l'IT et avec toutes les fonctionnalités de traçabilité, d'audit et de reporting et de conformité. Hop. L'idée étant toujours de s'intégrer de manière complètement transparente avec l'écosystème en fait. Et donc là, c'est pareil, on va pouvoir s'interfacer complètement avec les IDP, que ce soit entre ID, mais on supporte tous les IDP majeurs du marché, Glue, ForgeRock, Okta, et on va pouvoir faire également de l'émission avec automatisation, encore une fois, en dépendant de la politique de la société. Et un point qui est très très important, que j'ai évoqué brièvement, c'est toute la flexibilité qu'on va arriver à apporter sur les workflows d'enrôlement. Quand on utilise simplement un IDP, que ce soit entre ID ou autre, le workflow unique d'enrôlement de l'utilisateur, c'est self-service. Encore une fois, parce que c'est comme ça que ça a été designé d'un point de vue du standard. Nous, en s'interfaçant directement avec les IDP, avec leur provisioning API, donc on va nous provisionner au sein de l'IDP, on va ramener toute la flexibilité que l'on connaît du monde de la PKI. Finalement, que ça soit de l'émission, ce qu'on appelle on behalf de la part de, avec un helpdesk, qu'on peut imaginer. Premier jour, j'arrive au bureau du security officer. Le security officer, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte au système, au CMS, au VSEC CMS. Il m'enrôle mon token FIDO pour moi. On définit un code ensemble et ça y est, je peux utiliser automatiquement le token. On peut imaginer également des enrôlements hybrides où finalement, peut-être qu'avant que je rejoigne la société, finalement, le security officer, il va enrôler mon token de ma part. Ce token va être envoyé par courrier interne et je vais, moi, être capable de définir le code PIN ou enrôler mon empreinte digitale. On peut également imaginer des enrôlements complètement automatisés où tout va être fait par le back-end, par les opérateurs et finalement, le système va définir un PIN aléatoire qui va être envoyé de façon sécurisée par email ou par voie courrier à l'utilisateur et qui pourra utiliser également. Et enfin, un enrôlement entièrement autonome, également basé sur des technologies self-service, mais beaucoup plus automatisé que ce qu'on peut avoir avec l'IDP, parce que l'IDP, il a quand même ce besoin d'identifier l'utilisateur, et donc il y a quand même un nombre d'étapes manuelles. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience avec Entra-ID, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pesant, qui doit être tenu compte, en fait, quand on met en place ce déploiement pour les utilisateurs finaux. Nous, ça sera de façon complètement automatisée. On va identifier l'utilisateur en déléguant l'authentification à un IDP, et à ce moment-là, on va pouvoir émettre immédiatement. Donc voilà, l'idée, va être vraiment de simplifier cet enrôlement et avec la flexibilité dont on a besoin, dépendant des clients, de ce qu'ils veulent mettre en place, et puis dépendant des populations au sein des clients. On n'a pas la même politique si c'est pour les développeurs que si c'est pour les IT admins. Hop.
Je reviens sur un point qui a déjà été abordé par Choukri et Philippe. Comme je l'ai dit, FIDO, c'est un standard qui est vraiment été designé pour le B2C, pas pour le monde de l'entreprise. FIDO 2.1 commence à aller vers ce sens-là. On commence à avoir des fonctionnalités de management pour le monde de l'entreprise. Certains vendeurs, et c'est le cas de Thales avec qui on travaille très activement, ont décidé d'aller plus loin que la spécification FIDO et de ramener un peu des fonctionnalités phares nécessaires pour le monde de l'entreprise que l'on connaît du monde de la PKI sur la partie FIDO. Et donc, nous, bien sûr, à Versasec, on a implémenté immédiatement le support de ces fonctionnalités de façon à ce qu'il n'y ait aucune étape manuelle nécessaire pour gérer ces possibilités, ces features-là, et que ça soit intégré nativement dans le CMS. Donc, la possibilité d'avoir une clé d'administration qui va permettre justement d'avoir un accès admin à la carte, qui va nous permettre de faire du déblocage de PIN, voilà, de gérer des longueurs minimales du code PIN, de potentiellement désactiver le reset du token. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez importante parce que c'est vrai que de par le fait qu'il n'y a pas par défaut de gestion centralisée des tokens FIDO, les tokens FIDO, la spec propose un reset. Ça, c'est une possibilité. Voilà, moi, si j'ai bloqué mon code PIN en essayant d'aller sur Google, bon, ben, c'est pas grave, je reset mon token et je le réenrôle et je peux toujours accéder. Ça, on peut imaginer que ça limite pour le monde de l'entreprise. Parce que potentiellement, ça peut être soumis à des attaques de déni de service et que si on reset tous les tokens de la société, bon, ben, potentiellement, après, ils ne peuvent plus se connecter. Donc, il n'y a pas de. On n'usurpe pas l'identité, mais bon, potentiellement, on ne peut plus utiliser s'authentifier. Donc, c'est un problème. Donc, la possibilité de désactiver ces fonctionnalités de reset, la possibilité de ce qu'on appelle d'avoir des listes d'autorisation, les allow lists, pour être sûr que, ben voilà, moi, si je déploie pour mon entreprise des tokens FIDO2, ben, j'ai pas envie que l'utilisateur final, il l'utilise pour son token, pour s'authentifier sur Google. C'est pas que j'ai pas envie qu'il l'utilise pour s'authentifier pour Google, mais c'est que potentiellement, du coup, il va utiliser mon token avec un environnement qui ne sera pas l'environnement du client, qui ne sera pas sécurisé comme l'environnement du client. Donc potentiellement, c'est un risque supplémentaire. Forcer le changement de code PIN et également appliquer la vérification d'utilisateur pour s'assurer qu'ils amènent bien leur empreinte digitale ou qu'ils touchent le token. Et un point avec lequel je veux finir qui est très intéressant, c'est qu'on parle de FIDO et on sous-entend FIDO un peu comme le remplacement de la PKI. C'est pas vraiment ça. Les deux standards, ils sont complètement complémentaires. Il y a effectivement un effet de mode sur FIDO qui est indéniable de par le fait que c'est vu comme quelque chose de plus simple, de moins complexe à mettre en place. Et il y a une partie de vrai là-dedans. Mais il y a également un gros nombre de cas d'utilisation où la PKI, elle a encore beaucoup de sens. Si on n'a pas Entra ID et qu'on veut faire du logon sur le domaine, ben oui, on va le faire par PKI. Si on veut faire du Remote Desktop Services, on va le faire par PKI. Si on va faire du chiffrement, si on va faire de la signature de documents, c'est encore de la PKI. Par contre, si on veut faire de l'authentification sur des services web, ben, FIDO est très très pertinent. Et donc du coup, l'utilisation d'une solution de gestion comme Versasec va permettre aussi d'avoir le meilleur des mondes. Parce que de façon complètement transparente pour l'utilisateur et pour l'administrateur, tout va se faire behind the scene. On va pouvoir gérer aussi bien la partie PKI que la partie FIDO du token. Et donc vraiment, on va pouvoir du coup avoir une palette en termes de cas d'utilisation qui va être très intéressante et sans rajouter de la complexité. Et c'est ça qui va être très intéressant. Juste un mot, donc j'ai parlé de notre solution de Relational Management System, VSEC CMS. Notre VSEC CMS, qui est notre product flagship, s'installe on-premise ou dans private cloud. Nous avons également notre VSEC Cloud, qui est notre VSEC CMS, que l'on fournit as a service et que l'on bosse et que l'on opère dans Azure. Voilà, juste le dernier slide pour résumer un peu le tout. Avec je ne l'ai pas évoqué, mais avec un budget qui est très très abordable, en particulier selon le type de déploiement, mais on essaie vraiment d'avoir la meilleure efficacité par rapport à ça. Le moins de difficultés nécessaires, on essaye de faciliter la vie et le déploiement de solutions de phishing résistantes avec les technologies Thales. Et encore une fois, pour
toutes les tailles de déploiement. Ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui réservé aux gros déploiements, et c'est vraiment quelque chose, on a énormément de clients aussi qui peuvent déployer ce type de solution pour 50 utilisateurs, pour 100 utilisateurs, et on permet d'effectuer ça vraiment d'une façon smooth, j'ai envie de dire. Et Raphaël, je te redonne la main pour la conclusion, s'il te plaît. Ben, merci beaucoup William, merci Philippe et merci Choukri pour vos slides. Donc comme vous le voyez, on a une solution, un combo 100% européen composé des solutions donc PKI et FIDO de Thales, alors même avec les tokens Fusion qui mélangent les deux en un seul device, une solution de gestion du cycle de vie de ces tokens qui vous facilite leur déploiement et leur gestion au quotidien, le renouvellement, la réaffectation des tokens. Et équipage, nous vous proposons l'intégration et l'accompagnement pour le déploiement de ces solutions, ainsi que la formation aux utilisateurs, que ce soit pour l'usage de ces tokens, mais aussi pour la sensibilisation aux bonnes pratiques et aux comportements à adopter avec ces outils. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est éventuellement, si vous avez des questions, que l'on puisse y répondre. N'hésitez pas. Alors, j'ai une question passée auquel William a globalement déjà répondu, en fait, qui était, est-ce qu'avec le FIDO, c'est la fin des solutions basées sur la PKI? Donc, je pense que William t'a globalement répondu à la question. Oui, je peux y répondre. On va différencier selon les cas d'utilisation. En fait, si on est sur de l'authentification pure, de l'authentification multifacteur, par exemple des services web, ou même sur le domaine, si on a un ID, oui, on peut dire que dans ce cas-là, FIDO est une solution très très pertinente. Mais on a vu également qu'on a d'autres cas d'utilisation où la PKI a énormément de sens en complémentarité ou à la place de FIDO. Donc voilà, il ne faut pas opposer du tout les deux standards. Ils ont chacun leur pertinence, en fait, et ils peuvent être très complémentaires. Okay. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a le petit onglet questions et réponses. Si vous avez des questions à partager. J'ai également 2 questions qui avaient été partagées en amont par une personne qui ne pouvait pas accéder qui pouvait pas assister au webinaire et qui demandait si la solution qu'on présentait pouvait convenir aux petites moyennes entreprises et est-ce que c'était possible de faire un POC? Oui, alors, je peux le prendre. Je peux le prendre également. Moi, comme je l'ai évoqué pas mal dans la présentation, oui, c'est complètement maintenant adapté au monde de l'entreprise. Nous, en fait, on a un minimum déploiement de 50 devices, par exemple à VersaSec, donc avec les technologies Thales, avec un intégrateur de type équipage, on est capable de mettre en place des POC complètement fonctionnels. Il y a une version d'essai disponible sur notre site, donc oui, c'est complètement possible. Et je précise même que c'est donc très rapide à mettre en place en termes de proof of concept et très facile de basculer d'un proof of concept à une solution de production. C'est très, très rapide et efficace. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, il me semble. Éventuellement, si vous avez des... si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Sinon, évidemment, vous pouvez nous renvoyer un email derrière. Je ne vois pas de nouvelles questions, donc si jamais vous avez d'autres éléments à partager. Voilà, par rapport au contact, nous, on est bien sûr disponible, donc vous aurez nos contacts par la présentation, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et on sera ravis de vous assister. Écoutez, merci messieurs. À moins que vous ayez un autre élément que vous souhaitiez aborder qu'on n'a pas eu le temps et donc on peut Non, à votre profiter pour... disposition pour des tests qui seraient souhaitables sur des produits fusion éventuellement ou sur les nouveaux produits avec la biométrie. On a des tokens qui sont NFC, FIDO, PKI et biométrique. Alors évidemment, là, ça fait beaucoup de technologies réunies mais on a ces produits-là, donc à votre disposition. Oui, je rajouterai juste que effectivement, William a abordé un point important, c'est vos use cases. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos use cases.
On a aujourd'hui la chance d'avoir, par le VSX-MS et par nos tokens, les solutions techniques qui vont bien. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous proposer, que ce soit des use cases d'entreprises en mobilité ou autres. N'hésitez pas. Eh ben, Merci. écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, tout était très clair de votre part, messieurs. Éventuellement, voilà, donc n'hésitez pas à nous recontacter. Vous allez recevoir le replay de ce webinar et donc la fameuse datasheet dont on avait parlé plus tôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci. Écoutez, merci.